Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà désormais l'épisode final de cette saison 2 du Coin Recherche qui avait pour but de faire un lien entre d'un côté la combinatoire des mots avec les mots parfaitement amassants et de l'autre côté de la théorie des représentations de Carquois avec certains modules bande-briques d'algèbre aimable bien particulière. Donc je vous ai fait différents épisodes pour rentrer vraiment dans le détail de certains objets qu'il me fallait vraiment vous introduire. Et maintenant, avec tout ce bagage, je pense que je peux vous proposer un exposé type séminaire. Comme je l'avais fait à la fin de la saison 1, bah là c'est pareil, je vais reprendre un ancien exposé que j'avais donné lors d'un séminaire de recherche, de groupe ou de recherche en tout cas. Et l'idée, ça sera juste de refaire le tour sur toutes les notions que j'avais pu introduire pendant cette saison 2, d'amener aux résultats importants de cette saison 2, et en dehors de ça, peut-être évoquer 2-3 idées de preuve, si si le temps me le permet bien sûr. Et puis voilà, on est parti. Donc voilà, je vais vous présenter les transparents que j'ai utilisés pour un précédent exposé fait à Caen, il y a quelques mois de ça, donc en septembre 2023. Et vous reconnaissez l'intitulé de la saison 2 qui correspond ici à l'intitulé de l'exposé. J'en profite pour rappeler que tout ce que je vous ai raconté sont à la base des travaux en collaboration avec pas mal de monde. Mélodie Lapointe qui était en doctorat à l'UQAM, Yann Palus que vous connaissez certainement puisque j'en ai déjà parlé lors de précédents numéros d'une vie de mathématiques, donc ça a été mon encadrant de maîtrise deuxième année, puis on a gardé le contact depuis, on a toujours le contact d'ailleurs aujourd'hui. Pierre-Guy Plamondon, qui est un très bon ami de Yann Palus, et puis que je connais assez bien aussi. Christophe Rothenauer, qui travaille au LACIM, à l'UQAM. Et Hugh Thomas, qui a été mon encadrant de doctorat. Bien. Alors voilà la slide de motivation. Alors la motivation est en fait essentiellement de faire un parallèle entre d'un côté la combinatoire des mots et la théorie des représentations d'algèbre. D'un côté on a les mots, et parmi les mots on a les mots parfaitement amassants, dont je vais rappeler la définition d'ici quelques instants. Et puis de l'autre côté on a des modules sur des algèbres, et parmi ces modules, certaines qui vont nous intéresser vont être des modules bande-briques dans les algèbres. Et puis de manière assez étonnante, on va voir qu'il y a une bijection. En tout cas je vais vous rappeler l'idée de la bijection qu'il y a entre les mots parfaitement amassants et certaines familles de modules bande-briques dans certaines algèbres, et là notamment des algèbres aimables. Cela permet, à la fin de cet exposé, va me permettre de vous évoquer une preuve de la conjecture qu'avait posée Mélodie sur les mots parfaitement amassants. Bien. Voilà le plan pour aujourd'hui. On va commencer avec de la combinatoire des mots. Rappel des premiers épisodes en fait de cette saison 2. Puis on va aller un peu plus loin avec les algèbres aimables et notamment des rappels sur le modèle géométrique sur les algèbres aimables. Et enfin on terminera avec le lien avec ce modèle de chemin de Dicke que je vous ai introduit lors des derniers épisodes et le résultat principal ainsi que des applications. Bon, alors on est parti. Quelques mots justement sur la combinatoire des mots. Donc on va utiliser un alphabet qui est ici la donnée d'entier de 1 jusqu'à n. Généralement on considérera un alphabet qui est un ensemble fini totalement ordonné. Donc on voit bien ici qu'on a 1 plus petit que 2 jusqu'à n bien sûr. On va noter sigma étoile l'ensemble des mots finis sur sigma, donc juste concaténer des lettres, c'est tout simplement l'idée je pense. Et puis pour un mot on peut définir la longueur comme étant en fait le nombre de lettres qui composent W, et puis on peut être un peu plus précis en demandant à avoir le nombre d'occurrences de la lettre I. Donc là en l'occurrence pour le mot 1, 3, 2, 1, eh bien nous avons une longueur 4, et puis suivant chacune des lettres on a 2 fois l'occurrence de la lettre 1, et puis ensuite une fois l'occurrence de la lettre 2 et 3. Voilà. Ensuite, on va noter la classe de conjugaison cyclique de W entre parenthèses, et donc c'est essentiellement voir le mot et le faire tourner sur un tapis roulant en échangeant le rôle de la première lettre avec la dernière lettre. Donc en faisant ça successivement, on obtient les différents mots que vous voyez juste sur la ligne correspondant à W égale 1, 2, 3, 1, 3, 2, 1, et vous avez les différentes possibilités de conjugaison, dont 3, 2, 1, 1, et puis 2, 1, 1, 3, etc. etc.
Ensuite, on va définir ce qu'est un mot primitif. Donc un mot primitif, c'est un mot qui ne peut pas s'écrire comme la puissance d'un autre, donc comme la puissance d'un mot plus petit. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'écrire comme un même mot qu'on aurait concaténé plusieurs fois. Donc par exemple 1, 2, 1, 1, bah ça c'est un mot qui est primitif, on ne peut pas l'écrire comme un mot plus petit qu'on aurait concaténé plusieurs fois. Par contre, 1, 2, 1, 2, eh bien ça n'est pas un mot primitif parce que je peux concaténer 1, 2 avec lui-même pour obtenir le mot U. Enfin, on va définir une relation d'ordre qui est une relation d'ordre lexicographique, donc c'est essentiellement la relation d'ordre qui existe pour le dictionnaire, hein, c'est ranger les mots suivant l'ordre du dictionnaire, mais on va l'étendre un petit peu plus à des mots périodiquement infinis. Donc ce que j'entends ici, c'est que on a un mot qui est écrit à l'infini, et puis en fait ce mot il est périodique, donc c'est-à-dire qu'au bout d'un certain rang, on a répété on se rend compte qu'on a répété un mot une infinité de fois. Et donc l'idée c'est qu'on va pouvoir comparer même des mots qui n'ont pas forcément le même nombre de lettres, quitte à faire des répétitions du même mot. Donc là vous avez un exemple avec deux mots qui ne sont pas de même longueur, et ces deux mots qui ne sont pas de même longueur, voilà comment on les compare. On répète le mot autant de fois qu'il le faut, hein, que ce soit le premier ou le deuxième, on les répète autant de fois qu'il le faut, jusqu'à ce qu'on arrive à une première lettre où on peut comparer qui est plus grand que qui, et là en l'occurrence on voit que le mot qui est finalement plus long est plus petit selon l'ordre lexicographique que le mot d'à côté. Donc voilà, donc ça nous permet de faire des comparaisons de ce type, et ça va être assez utile. Vous remarquerez que ça colle pas tout à fait avec l'ordre du dictionnaire, mais c'est pas forcément, faut quand même faire attention, on va dire, en toute généralité, mais c'est pas forcément très grave si vous n'avez pas tout compris sur cet ordre. On va le voir dans quelques instants en quoi c'est utile, mais on va dire que voilà, vous en faites ce que vous voulez de cette information. Bref, je vais avancer sur quelque chose que je vous ai introduit lors des épisodes précédents, c'était la transformation de Burroughs-Wheeler, un des premiers trucs que je vous avais présenté donc dans cette saison 2. On va prendre un mot ici, un mot un peu plus grand que l'exemple que j'avais dû faire lors de l'épisode dédié à ça. Donc la transformation de Burroughs-Wheeler du mot se fait de la manière suivante. On va considérer toutes les conjugaisons cycliques du mot, hein. Donc là on a notre grand mot, et ce grand mot on en fait des conjugaisons cycliques, et ces conjugaisons cycliques on les ordonne suivant l'ordre lexicographique, hein. Donc le premier c'est le plus petit, et puis ainsi de suite jusqu'au dernier. Ici tous les mots étant de même longueur, là ici l'ordre c'est vraiment l'ordre lexicographique, c'est pas la version étendue. Donc là il n'y a pas trop de difficultés. Et puis une fois qu'on a ordonné tout ça, on va lire la dernière lettre de chacun des mots en fait, et on va le lire suivant l'ordre qu'on a imposé aux différents mots qui apparaissent dans la classe de conjugaison. Et ceci nous donne un mot qui est ici donc 4, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1. Et donc là on remarquera que les lettres sont placées dans l'ordre décroissant. Et ça va avoir une certaine utilité pour vous définir ensuite ce qu'est un mot parfaitement amassant. Donc en effet, un mot parfaitement amassant, c'est un mot qui va être considéré comme primitif, donc on ne peut pas l'écrire comme l'itéré de copie d'un mot plus petit. Et en plus de ça, on va demander à ce que la transformation de Burroughs-Wheeler redonne les lettres du mot W, donc ça c'est normal, mais surtout placé dans l'ordre décroissant au sens faible. Donc là, en l'occurrence, le mot qu'on avait fait tout à l'heure, on a vu que ça transformait de Burroughs-Wheeler donnait justement des lettres ordonnées dans l'ordre décroissant. Donc c'est bien un mot parfaitement amassant. Alors quelques remarques, la transformée de Burroughs-Wheeler, W ne dépend que de la classe de conjugaison de W, donc peu importe la classe de conjugaison de W que je vais prendre, je vais retrouver le même résultat. Donc au final, si W est parfaitement amassant, tous ces conjugués le sont aussi. Et puis les mots parfaitement amassants sur un alphabet à 2 lettres correspondent exactement à des mots qu'on appelle des mots de Christoffel. Donc les mots de Christoffel, pour la faire très très courte, ce sont des mots qui viennent essentiellement de droite sur le plan. Et donc en fait quand on se donne une pente, donc on dessine une droite qui passe par l'origine, qui a une certaine pente, généralement une pente rationnelle. Si on se donne une pente rationnelle, on peut caractériser cette pente par un mot qui serait le mot le plus proche possible de la droite, et ce mot il sera fini, c'est-à-dire on continue le mot jusqu'à ce qu'on revienne à la droite, donc on part de 0, 0, puis
on fait des pas seulement vers donc de gauche à droite et de bas en haut, on fait seulement des pas comme ça, et on considère des pentes positives bien sûr. Et en faisant ce genre de mots, on commence à 0,0 et on continue jusqu'à ce qu'on raccorde à nouveau sur la droite. Ceci définira un mot, et ce sont des mots de Christoffel, et de manière assez étonnante, les mots parfaitement amassants correspondent à des mots de Christoffel. Bon, voilà, je la fais très courte, pas besoin forcément d'en savoir davantage, mais si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller jeter un coup d'œil de votre côté, ou éventuellement poser des questions en commentaire, ça fera toujours plaisir. La transformation de Burrows-Wheeler donne en particulier une injection partant des classes de conjugaison des mots primitifs vers les mots, hein, donc ça c'est quand même voilà, quelque chose d'assez remarquable. Et une question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on pourrait généraliser finalement cette transformation, donc cette transformation de Burrows-Wheeler? Et la réponse est oui. Il y a une généralisation donnée par Gessel et Rothenauer qui va marcher de la manière suivante. On se donne cette fois-ci un multi-ensemble. Alors qu'est-ce que j'entends par multi-ensemble? C'est qu'on peut avoir plusieurs fois la copie d'un élément, donc c'est pas impossible d'avoir un ensemble où on a deux fois le même élément, voire même plus que deux fois le même élément. Donc c'est ça qu'on entend par multi-ensemble. En général, dans un ensemble, quand on a un élément X, on ne peut pas avoir deux copies du même élément dans l'ensemble. Ici, pour un multi-ensemble, j'ai le droit. Donc c'est ça que j'entends ici par multi-ensemble. Et là, on va considérer des multi-ensembles de classes de conjugaison des mots. Donc là, on a pris comme exemple ici deux mots. Hein, donc ici, on a le mot commençant par 5, assez long, et puis un autre commençant par 5, un peu plus court. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer à nouveau toutes les classes de conjugaison de chacun des deux mots, et on va les ordonner selon la version étendue de l'ordre lexicographique. Donc cette version où on répète le mot une infinité de fois jusqu'à ce qu'on puisse comparer les lettres aux bons endroits. Donc voilà l'ordre qu'on obtient, un ordre qui peut être un peu étonnant, mais c'est exactement ce qu'on obtient. Donc c'est l'ordre lexicographique donné pour les mots là que nous avons actuellement. Et puis on fait exactement la même chose que ce qu'on a fait avec Burrows-Wheeler, c'est-à-dire on va lire la dernière colonne en suivant donc la dernière lettre de chacun des mots, hein, en fait, c'est ça que ça veut dire. Et puis on va justement suivre l'ordre lexicographique pour construire un nouveau mot qu'on va noter ici psi de S. Et voilà, ça c'est le résultat de la transformation de Gessel-Rothenauer. On remarquera que cette fois-ci, il n'y a pas forcément d'obligation à ce que les lettres soient mises dans l'ordre décroissant. On remarquera ça. Toutefois, il existe une transformation inverse. Hein. Donc en fait, il y a une bijection entre les mots, tout simplement, et les multi-ensembles. Donc les multi-ensembles qui sont donnés, donc des multi-ensembles de classes de conjugaison de mots parfaitement amassants. Il y a vraiment une bijection entre les deux, et voilà comment elle fonctionne. Donc si je repars maintenant du mot que j'ai obtenu à la suite de la transformation, donc là je l'ai noté W, et si je procède avec ces trois prochaines étapes, donc la première, on va d'abord considérer une permutation standard de W. Alors comment on définit cette permutation standard, notée ST de W? Eh bien ce qu'on fait, c'est qu'on lit le mot de gauche à droite, et on va le lire certainement à plusieurs reprises, et on va repérer les lettres les plus petites qui apparaissent dans ce mot. Donc là, on repère les 1 dans un premier temps, et on va mettre un numéro correspondant à en fait, finalement, l'emplacement des lettres les plus petites en lisant de gauche à droite. Donc là, par exemple, en lisant de gauche à droite une première fois, j'ai le premier 1 qui se trouve à la 4e position de W, donc je vais placer juste un 1 pour ST de W à cet endroit-là, puis je vais placer un 2 au prochain 1, puis au prochain 1, je mets un 3 qui se trouve tout au bout du mot. Et ensuite, je recommence une lecture de gauche à droite avec les lettres 2. Donc là, je vais avoir un 4 au premier 2, un 5 au premier 2, et puis c'est tout. Ensuite, je recommence de gauche à droite, et je le fais avec les 3 maintenant. Donc là, on a le 6 à placer en dessous du premier 3 qu'on lit dans le mot, le 7, le 8, ainsi de suite. Et on continue jusqu'à ce qu'on ait fait le tour de toutes les lettres, hein, finalement, du mot W. Ceci va nous donner une permutation, et cette permutation, il faut vraiment la comprendre en disant, en fait, le 1 est envoyé vers 10, le 2 est envoyé vers 4, le 3 est envoyé vers 5, le 4 est envoyé vers 1, le 5 est envoyé vers 2, le 6 est envoyé vers 11, etc. etc. Donc là, le fait de lire les nombres dans cet ordre-là définit complètement la permutation associée, hein, juste pour être clair. Donc la bijection, c'est vraiment 1 vers 10, 2 vers 4, 3 vers 5, etc. etc. Une fois que j'ai cette permutation standard, je vais l'inverser.
Donc cette permutation standard, ce qui peut être une bonne idée, c'est d'abord de la décomposer en cycles, et une fois qu'on l'a décomposée en cycles, déterminer son inverse. Et en faisant ça, on se retrouve avec cette permutation taux qui est donnée comme ça, avec cette décomposition en 2 cycles. Et puis maintenant que j'ai ces cycles, ce que je vais faire, c'est que les nombres qui apparaissent dans les permutations, ça correspond en fait aux nombres rouges qui apparaissent dans STW, et ces nombres rouges, ils correspondaient finalement à des lettres dans le mot de W. Et bien ce que je vais faire, c'est que je vais inverser le processus maintenant. Le 1, le premier 1 qui se trouve ici, va prendre la place, à la place de ce 1, je vais replacer la lettre 1 correspondante. Donc là, je vais commencer avec un 1, puis ensuite, je vais remplacer avec le 2, donc alors pas le 2, avec le 4, pardon. Donc la prochaine lettre, c'est un 4, donc ça veut dire qu'il doit y avoir un 2. Puis la prochaine lettre qui apparaît, c'est un 2, donc ça veut dire que le 2, c'est un 1, donc je dois avoir 1, 2, 1, 2, puisque le 5 aussi, c'est un 2. Le 3, c'est encore une fois un 1. Le 12, cette fois-ci, c'est un 5, etc., etc. Donc je fais ça, et ça va me donner justement les classes de conjugaison. Et donc notamment, ça va me donner le résultat ci-dessous. Alors il faut juste le lire à partir de la bonne lettre. Donc si je prends le 1 qui se trouve à peu près au milieu de ce mot, vous reconnaissez le début de ce que j'étais en train de retrouver dans le cycle ici. 1, 2, 1, 2, 1, 5. Et normalement la suite ça doit donner 3, 5. Donc le 7 ici correspond bien au 3 qui est ici. Et le 10 qui est là correspond bien au 5 qui est ici. Donc voilà, j'ai retrouvé la classe de conjugaison du premier mot, parce que le mot qui est là-haut correspond bien au mot qui est en bas ici en termes de classe de conjugaison cyclique. Et puis ça va être la même chose pour le deuxième, donc le 6 correspond à 3, le 9 correspond à 4, le 8 correspond ici à 3 et le 11 correspond à 5. Donc ceci me donne 3, 4, 3, 5, qui est donc une des classes de conjugaison du mot qui est au-dessus. Et donc de manière étonnante, ou pas, mais je vous avais déjà un peu spoilé que ça devait être une bijection, voilà, on a été capable de retrouver le multi-ensemble de mots parfaitement amassants. Et donc en effet, on a une bijection, et ça réciproque, une bijection entre les mots, juste les mots, et les multi-ensembles de classes de conjugaison de mots parfaitement amassants. Donc voilà, ça c'est déjà un joli résultat dans la combinatoire des mots. Et puis une autre remarque, l'autre remarque c'est la suivante, c'est que si je me restreins à des multi-ensembles formés que d'une seule classe de conjugaison, on retrouve la transformation de Burrows-Wheeler. Bon, c'est pas si simple à voir tout de suite, mais c'est vraiment, si on se rend compte que le calcul de psi, là, donc ce calcul-là, correspond un petit peu à la même idée que le calcul de Burrows-Wheeler, on se rend compte assez vite en effet, ça colle, parce que dans les deux cas, on prend la dernière colonne avec les lettres mises dans l'ordre lexicographique, donc voilà, ça colle plutôt bien, quoi. Un autre résultat assez intéressant, c'est le suivant. À cause de cette transformation, on se rend compte en fait, à cause de notamment cette bijection, on se rend compte qu'il existe au plus un mot parfaitement amassant à conjugaison près, avec des nombres d'occurrences de chaque lettre fixés. Donc si je vous dis le nombre de 1, il y en a 3, le nombre de 2, il y en a 2, et puis le nombre de 1, il y en a 1, le nombre de 3, pardon, il y en a 1. Donc si je vous dis combien de fois chacune des lettres doit apparaître exactement, il y aura en plus un mot parfaitement amassant qui pourra s'écrire de cette manière-là, bien sûr, encore une fois, à conjugaison près, puisque si on a un mot, on sait qu'on a toutes les classes de conjugaison cyclique qui apparaissent dedans. Donc c'est quand même assez fort aussi comme résultat de se rendre compte qu'on n'a qu'un seul mot parfaitement amassant à conjugaison près. Enfin, moi je trouve ça assez surprenant. Et donc ça vient vraiment de cette bijection mise en avant là à travers ces dernières slides. Bon, alors maintenant je vais revenir à la partie carquois. Alors ça va pas suivre tout à fait l'ordre des épisodes, mais c'est pas grave. Il faut d'abord que j'explique ce que j'entends ici par carquois relation aimable. Donc la définition est la suivante. On a un carquois ici, pensez ça comme un graphe avec des sommets et des flèches. Connexe, donc ça veut dire qu'on n'a pas un graphe coupé en deux morceaux. K, un corps algébriquement clos. Ici K, vous pouvez remplacer par les nombres complexes. Et puis l'algèbre de chemin, c'est un algèbre quotient, enfin une algèbre quotient, donnée par l'algèbre des chemins quotienté par un certain idéal. Et en fait, ça doit vérifier quelques conditions, que je les rappelle rapidement ici. Pour le carquois en lui-même, il faut faire en sorte que pour chacun des sommets, il y a au plus de flèches entrantes et au plus de flèches sortantes de ce sommet.
Puis en plus de ça, il faut que l'idéal soit admissible et soit aussi engendré par des chemins de longueur 2 qui vérifient certaines de ces conditions qui sont finalement, donc toutes les conditions petit 1, petit 2, petit 3 et petit 4 sont tous, on va dire, dessinés dans la petite image que vous voyez tout en bas à gauche. Donc dans cette image, vous voyez toutes les conditions en fait qu'il faut satisfaire pour n'importe quelle flèche alpha donnée. Bien, alors maintenant que ceci est dit, on rappelle alors que le couple donné par Q et I, ou alors Q et l'ensemble des relations, ça dépend aussi comment on voit les choses, eh bien ça va être notre carquois aimable, et c'est en fait un carquois qui engendrera donc une algèbre aimable. Donc voilà, alors je rappelle également quelques petites définitions que j'avais données lors des précédents épisodes, ou j'avais redonné du moins lors des précédents épisodes. Donc on a, si je prends cet exemple-là de carquois aimable, pareil, un exemple qu'on a vu à plusieurs reprises lors des épisodes précédents. Alors une représentation, c'est juste la donnée d'un espace vectoriel en chacun des sommets. En chacune des flèches, on fait une application linéaire. Et ce qu'on va demander en plus, c'est que la composition des morphismes donne 0, donc on peut remarquer par exemple que la composition des deux flèches qui sont en haut donne bien 0, et la composition des deux flèches qui se trouvent en bas donne 0. Et ça c'est à cause des relations qu'on a imposées sur le carquois au départ. D'accord ? Donc on impose que les relations correspondent exactement à des compositions de morphismes qui donnent 0. Et enfin, on peut définir aussi des morphismes entre deux représentations, donc en faisant le diagramme ci-dessous, et en faisant en sorte que les flèches qui apparaissent ici pour relier les espaces vectoriels en chacun des sommets, fassent que les carrés commutatifs donnés par chacune des flèches du carquois, enfin les carrés, pardon, du coup j'ai dit, j'ai pas trop bien formulé ce que je voulais dire, mais ce que je voulais dire ici, c'est que les carrés formés par chacune des flèches du carquois soient des carrés commutatifs. Donc là, en l'occurrence, si je suis la flèche du haut, puis cette flèche-là, ça correspond exactement à faire la composition ici avec la flèche du haut. Et pareil pour la flèche du bas, on voit qu'on a un carré commutatif sans trop de difficulté puisque le morphisme de la flèche du bas est nul. Donc voilà. Bon, très bien. Alors, rappel ou 2-3 mots aussi là-dessus, donc toujours sur les représentations. Les représentations d'un carquois aimable forment une catégorie qui est équivalente à regarder la catégorie des modules sur l'algèbre aimable. Donc ça me permettra de dire à la fois qu'une représentation c'est entre guillemets un module, et ça me permettra de faire un petit abus de langage en me permettant de dire soit représentation soit module, suivant les cas de figure. Pour décrire la catégorie, on a besoin de connaître les représentations indécomposables. Donc n'importe quelle représentation peut s'écrire comme somme directe de représentations. Et nous, ce qui va nous intéresser, ce sont les représentations qui ne peuvent pas s'écrire comme somme directe de deux représentations non nulles. Donc c'est notamment la définition suivante. Une représentation X est dite indécomposable si à chaque fois qu'on essaie d'écrire X comme somme directe de deux représentations, alors soit Y, soit Z est nul. Bien, alors après on a un petit peu de combinatoire que je vous ai rappelé lors des épisodes de cette saison 2. Donc on a les cordes en l'occurrence, donc on a les cordes qui sont données par en fait des marches sur le carquois. On se permet de suivre les flèches dans un sens ou éventuellement dans le sens inverse. Mais attention, et on n'a pas le droit de suivre la flèche, par exemple la flèche A, et de la suivre la même à l'envers. Donc on va demander à ce que la corde qu'on obtient est réduite. Donc on ne peut pas avoir alpha puis alpha moins 1 qui se suit. Et puis un autre truc qu'on va demander, c'est qu'on évite également des relations. Donc c'est-à-dire que j'ai pas le droit d'avoir A puis C, par exemple, dans la lecture de ma corde, puisque A et C sont en relation suivant la définition ici du carquois à relation. Donc là, vous avez un exemple de corde. Je fais A, D, puis je lis C à l'envers. Voilà. Alors grâce à cette corde, je peux définir une représentation en faisant la chose suivante. Pour chacun des sommets, je donne une variable qu'on peut considérer comme formelle pour l'instant. Et puis les flèches permettent de décrire des morphismes. Donc si j'imagine que les variables, vous voyez que ça correspond à chacun des sommets. Donc x1 pourrait... comme c'est la seule variable qui apparaît avec l'étiquette 1, on peut voir l'espace vectoriel engendré par x1. On peut voir aussi l'espace vectoriel engendré par x2 et x4, comme x2 et x4 passent par le sommet 2. Et puis x3, c'est le sommet 3, bon voilà. Et puis on peut considérer vraiment ces éléments-là comme des éléments de base de l'espace vectoriel. Et les flèches permettent de décrire complètement les morphismes entre les espaces vectoriels, puisqu'en fait ça vous dit exactement comment les morphismes vont fonctionner sur les bases. Donc là, en faisant ça, on obtient alors la représentation suivante. D'accord, donc on a x1 qui est envoyé vers x2 qui est envoyé vers 0.
pour la flèche en haut, donc la flèche C. Mais par contre, x4 est envoyé vers x3 par la flèche C, hein, on le voit ici. Et puis en dessous, on voit que x2 est envoyé vers x3 pour la flèche D, mais x4 est envoyé vers 0 puisqu'il n'y a pas de flèche D qui sort de x4. Donc voilà, très bien. Et cette représentation, après je peux la regarder à isomorphisme près et j'obtiens la représentation suivante, représentation que je vous avais donnée au début. Donc voilà, ça me permet de construire cette représentation-là. Et chose assez remarquable, et c'est ce qu'on va voir dans très peu de temps, ceci donne une représentation indécomposable. Donc on peut définir mρ comme étant la représentation associée à la corde ρ à isomorphisme près, et une représentation x est dite, qui est isomorphe à une représentation mρ sera appelée représentation corde. On peut faire la même chose avec des cordes qui bouclent d'une certaine manière. Donc en fait on va appeler ça des bandes, ce sont des marches particulières où on commence à un point et on revient au même point à la fin. On pourrait éventuellement faire d'autres étapes, c'est pas impossible de revenir au même point à plusieurs reprises, mais le plus important c'est que le point de départ et le point d'arrivée de la corde, puisque c'est censé être une corde, soient le même. Donc il y a ça, et puis en plus de ça, je vais demander à ce que la corde soit primitive, donc c'est-à-dire un peu comme pour les mots, je vais demander à ce que la corde, je ne puisse pas l'écrire comme une corde plus petite, que j'ai concaténée plusieurs fois pour obtenir la corde que j'ai sous la main. Donc là ici, c'est pas possible de découper cette corde en 2 ou en 3 copies d'une même corde, je pense que c'est assez clair. Et puis en plus de ça, je vais demander à ce que si j'ai W une corde, eh bien je vais m'assurer à ce que si je concatène cette corde avec elle-même, autant de fois que je le veux, eh bien ça doit donner à nouveau une corde. Ça va plus donner une bande, mais ça va donner une corde. Donc une bande c'est ça, c'est défini de cette manière-là. Et puis voilà un exemple de bande, donc je suis A, puis D, puis je suis C à l'envers et B à l'envers. Très bien. Et étant donné une bande, je peux faire exactement le même genre d'exercice. Alors cette fois-ci, bon, c'est un peu plus dur de voir ce qui se passe pour des variables, mais si j'avais dit à la place de mettre des variables, je mets des copies de k à la puissance d, donc un espace vectoriel, un k espace vectoriel de dimension d sur chacun des sommets, et que je considère de la linéarité indépendante entre les différents espaces vectoriels qui sont dans le jeu, et bien je vais me retrouver avec une copie de KD qui est identifiée avec celle-ci, donc c'est pour ça qu'on n'a qu'une seule copie de KD au sommet 1. Par contre on a bien deux copies de KD sur le sommet 2, ce qui explique pourquoi on a un K2D, et puis on a une copie de KD qui apparaît parce qu'on n'a on passe qu'une seule fois à travers le sommet 3. Et puis après, pour les morphismes, pour chacune des flèches qui vont de KD vers KD, on va mettre l'identité, sauf la dernière, où on va mettre un bloc de Jordan. Alors si la flèche est lue à l'envers, on met un bloc de Jordan avec des coefficients lambda ici qui sont des inverses. Ou alors on peut faire la même chose en mettant lambda normal, quoi. Alors là, vous pourrez remarquer que mon bloc de Jordan, j'ai décidé de mettre les lambdas sur la surdiagonale. C'est pas si grave, je peux décider aussi de remettre les lambdas sur la diagonale. Ça change pas beaucoup de choses, c'est une question de changement de base qui permet de faire ça. Bon, après vous me direz, voilà, bon, j'ai envie de dire que c'est une petite erreur quand même de ma part, mais en fait par un changement de base, je peux quand même me ramener de l'un à l'autre. Donc ça va, on peut se sortir un petit peu de ce pétrin, je pense. Mais enfin bref, je pense que ouais, bon, je réfléchis un petit peu, mais là je suis en train de me dire peut-être qu'il aurait fallu vraiment mettre les lambdas sur la diagonale. Mais enfin bref, bon, je vais peut-être pas m'étendre davantage, donc j'aurais peut-être dû mettre des lambdas sur la diagonale. Donc on peut définir donc les modules bande briques, pas tout de suite briques, mais en tout cas les modules bande ou les représentations de bande de la manière suivante. On prend une bande, on prend un scalaire qui correspond au scalaire qu'on va mettre pour le bloc de Jordan, qu'on doit mettre dans la diagonale, donc c'est une erreur ici. Et puis une valeur D qui correspond donc à la dimension de l'espace vectoriel qu'on veut mettre en chacun des sommets. En faisant ça, on peut construire donc la représentation qui est ici. Et en fait, on dira qu'une représentation est bande si elle est isomorphe à une représentation de cette forme. On en arrive à un résultat très important qui s'appelle le résultat de Butler-Ringel qui dit que en fait, les représentations indécomposables d'un carquois relation aimable sont exactement décrites par les représentations cordes et les représentations bandes. Et de plus, on peut préciser un petit peu comment on peut vraiment classifier les représentations indécomposables, puisque bon, il peut y avoir des isomorphismes entre les représentations cordes entre elles, entre les représentations de bandes entre elles, et éventuellement entre les représentations cordes et les représentations de bandes. Là, la suite de l'énoncé vous dit que c'est impossible entre une corde et une bande d'avoir un isomorphisme. S'il y a isomorphisme entre deux cordes, ça veut dire que la corde est égale à son inverse, la première corde est égale à son inverse, à l'inverse de l'autre, ou est égale à l'autre, tout simplement. C'est ça que ça veut dire. Donc ça va me permettre d'identifier une corde avec son inverse, éventuellement, si le besoin en est.
Et puis un dernier truc, c'est ça vous donne aussi une condition assez particulière pour avoir 2 modules bande, ou ici représentation de bande, qui sont isomorphes. Donc bon, là je vais pas le lire, mais si ça vous intéresse, vous pouvez le lire un petit peu plus en détail. Donc c'est pas une preuve évidente, évidemment, loin de là, mais bon voilà, c'est un résultat assez intéressant. Un autre truc, c'est qu'on peut vraiment décrire, si on le souhaitait, tous les morphismes entre les représentations indécomposables, ce qui nous permet donc de décrire complètement la catégorie, parce que pour décrire une catégorie, il nous faut à la fois les objets, et donc là en l'occurrence les objets indécomposables, mais il nous faut aussi les morphismes entre eux. Et là on est capable de décrire aussi les morphismes entre eux grâce à un résultat de Crowley-Beauvais pour les cordes et de Krauss pour les bandes. Mais bon, ici je vais pas faire le rappel de ce résultat, j'en ai parlé un petit peu lors des épisodes consacrés à ces choses-là, donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Enfin, on va dire qu'une représentation ou un module est brique si en fait son algèbre d'endomorphisme, donc si je regarde tous les endomorphismes qu'il y a pour la représentation X, il va y avoir K fois l'identité. Donc en fait ça veut dire que l'algèbre d'endomorphisme est isomorphe en tant qu'algèbre au corps K. Donc voilà, donc c'est en fait aussi une algèbre sans division, enfin à division, pardon. C'est une algèbre à division. C'est une autre façon de le définir aussi si je n'impose pas que le corps K ce soit algébriquement clos. Donc c'est-à-dire qu'à la place de K, je mets autre chose que C, quoi. Je peux mettre R ou des choses comme ça, si je voulais. Bref. Alors maintenant, un rappel sur le modèle géométrique que je vous ai introduit lors des précédents épisodes. Donc là, on va se pencher davantage sur un carquois bien précis. Donc la famille de carquois que je vous ai introduite lors de l'avant-dernier ou avant-avant-dernier épisode de la saison 2. Donc dans cet épisode, je vous ai introduit ces carquois-là, sur lesquels on pouvait vraiment faire des calculs pour déterminer quelle surface on pouvait associer. Et grâce à des résultats donc, de Hopper-Plamondon-Schroll ou de Raquel-Simoes, Coelho-Simoes, pardon, faut que je le dise bien, donc Coelho-Simoes et Bauer. Grâce à ce type de résultat, on peut faire une correspondance entre les algèbres à relation aimable, voire même localement aimable, si on voulait généraliser un peu, vers des surfaces munies d'une dissection dualisable. Donc ça, c'est des choses que je vous avais introduites précédemment. Donc là, une surface à dissection dualisable, ça veut dire que vous prenez des sommets qui vont apparaître sur les bords de la surface. Et puis ces sommets doivent être de 2 couleurs, elles doivent alterner sur les bords, et puis en plus de ça, on va faire un découpage avec des arcs verts ici, donc des arcs qui relient les points verts, et on va demander à ce que ce découpage fasse des cellules qui soient toutes homéomorphes à un bout de plan R2 en fait. Comme si je découpais en des polygones, et dans chacun des polygones il doit y avoir un point rouge qui apparaît soit au bord, soit à l'intérieur de la surface. Donc voilà un exemple de dissection dualisable sur une surface, exemple que j'ai détaillé pas mal lors des épisodes précédents. En fait c'est le tore, faut comprendre ça comme le tore, où on identifie les côtés opposés dans le même sens, et pareil pour donc les longueurs et les largeurs, c'est la même chose pour les largeurs. Et ceci nous donne un tore. Donc en fait ça c'est la dissection dualisable d'un tore une dissection dualisable d'un tore avec un trou. Le trou ici est en gris, d'accord. Et sur ce trou gris on peut alterner. Voilà. Bon, il n'y a pas trop de soucis. J'espère qu'il n'y a pas trop de soucis avec ça. Si ça vous intéresse d'en voir davantage, encore une fois je vous invite à aller jeter un coup d'œil aux épisodes précédents de la saison. Et chose intéressante aussi, on peut aller plus loin, puisque comme je le dis aussi dans le texte, on peut très bien faire correspondre des représentations de l'algèbre aimable par des courbes sur la surface. Et là voilà un exemple de courbe sur la surface assez intéressante. C'est une boucle c'est une corde qui boucle, donc en fait si vous suivez un peu la corde, donc le dessin bleu, le trait bleu juste dans le même sens, donc disons de gauche à droite, et bien si je fais ça, je vais avoir 2, puis ensuite je vais 1, 2, 3, puis ensuite 3, 2, 1, et je reviens à 2. Donc voilà, ça c'est en fait finalement une courbe fermée qui est dessinée ici sur la surface. Et donc les modules bandes briques, les modules bandes plutôt d'abord, les modules bandes correspondent exactement à des courbes fermées sur la surface. Donc c'est ça... Ça, c'est quand même très très utile pour la suite, notamment pour le lien avec les représentations. Maintenant, un autre truc, si je veux être un peu plus précis quand même, c'est les trucs que j'ai cités juste un peu avant, c'est que on peut vraiment construire une surface avec une dissection dualisable à partir d'un carquois à relation aimable, mais on peut aussi faire l'inverse, et notamment dans les épisodes précédents, je vous avais détaillé comment ça marche. Ici, c'est un vif rappel de comment ça marche. On a une surface
orienté avec bord marqué. Et puis les points marqués, on en a deux types, des points verts, des points rouges. Il y a des points verts sur le bord. Il doit y avoir également, et c'est pas dit, mais on doit avoir aussi une alternance entre des points verts et des points rouges sur chaque bord. Et on définit une dissection dualisable, hein, donc c'est une collection de courbes vertes hein, qui découpe ma surface en des polygones, hein, comme je l'ai expliqué. On peut construire un carquois à relation aimable à partir d'une dissection. Pour cela, chaque arc correspond à un sommet. Et puis quand on a à chaque fois la situation d'un triangle comme plus bas, hein, quand on a deux arcs qui sont consécutifs suivant l'orientation anti-horaire autour de chacun des sommets verts, eh bien on va faire correspondre une flèche entre les deux sommets qui correspondent déjà aux deux diagonales vertes hein, de ma dissection. Et donc voilà, ça c'est ma flèche. Et ensuite pour les relations, ça marche de cette manière-là. Chaque fois que je vais avoir ce type de configuration, les flèches qui se composent ici vont être en relation. Voilà, donc je pense que à la place de 1000 mots, mieux vaut des dessins. Donc je pense que les dessins sont assez clairs. Et puis voilà, le gros résultat que je vous avais cité aussi préalablement, c'est que en effet, pour n'importe quel carquois aimable, il existera une unique surface orientée marquée SM à homéomorphisme près et une dissection dualisable à homotopie près, telle que le carquois et la relation aimable seront bien ceux donnés par le carquois à relation aimable au départ. Donc voilà, et puis certaines courbes correspondent donc à des représentations cordes, et il y en a d'autres, des accordéons dits fermés, ou des courbes fermées, primitifs, qui correspondent exactement à des représentations bandes, et en fait, bandes briques, si on demande à ce qu'il y ait aucune intersection. Donc si on a des courbes fermées qui s'intersectent sur eux-mêmes, ça va créer un morphisme, voire même des extensions, mais ces extensions correspondent à des morphismes. Donc je vais pas trop parler d'extension, hein, je vais peut-être éviter d'en parler parce que ça demande un peu plus de connaissances, mais ici parlons juste de morphisme. Donc à chaque fois que j'ai une intersection d'une courbe fermée sur elle-même, ça correspond exactement à un morphisme du module bande vers lui-même, un morphisme qui n'est pas l'identité. Et en fait, si je veux avoir un module bande qui soit brique, il va falloir que la courbe ne s'intersecte pas elle-même. Donc c'est exactement l'exemple qui est ici. Là, je vous ai représenté la bande correspondante, et en fait, pour la lire, il suffit vraiment de suivre la courbe comme je l'ai fait tout à l'heure. 2, puis je remonte vers 1, puis 2, puis 3, 3, 2, 1, et ensuite je reviens à 2. Donc voilà, ça marche, hein, ça me donne bien cette bande-là. C'est juste qu'elle est peut-être un poil décalée cycliquement, mais c'est pas forcément un problème. Hein. Les bandes sont homéomorphes à permutation cyclique près. Hein. C'était un des résultats que j'ai cité un peu avant, je vais y revenir. Là, voilà. Donc là, notamment, vous remarquerez les deux lignes ici sur les modules bandes ici, pour que ce soit isomorphe. On voit qu'il y a éventuellement une question de conjugaison cyclique près. Donc c'est pas un problème de tomber sur une bande qui est cycliquement équivalente à la bande que j'ai sous les yeux. Donc cycliquement équivalent, c'est comme si je le mettais encore une fois sur un tapis roulant, comme je le faisais pour les mots parfaitement amassants, je le mets sur un tapis roulant, et puis le dernier devient le premier, etc. Donc il y a un truc comme ça. Bref, alors maintenant, on va commencer à faire le lien, et notamment on va parler des chemins de Dicke et des G-vecteurs. Donc ici, je vais vous introduire les G-vecteurs de la manière la plus simple possible, en vous cachant tout le reste de ce qui était algébrique. J'en ai parlé un peu notamment dans le dernier épisode de la saison 2. Bon là je vais pas y revenir. Donc un G-vecteur ici sera défini comme un vecteur dans Zn tel que, si je fais la somme des premières composantes, des i premières composantes, ça sera toujours positif pour n'importe quel i compris entre 1 et n, et la somme de tout le monde donnera toujours 0. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on va en fait parvenir à décrire une fonction phi qui va, en partant d'un G-vecteur, va nous donner un multi-ensemble de classes de conjugaison de mots primitifs. Et vous allez voir qu'en fait ces mots ne sont pas du tout anodins par rapport à la surface et par rapport à tout ce qui précède. Donc étant donné un G-vecteur, on peut lui associer naturellement un chemin de Dicke en suivant en fait tout simplement les valeurs de chacune des composantes. Donc G1, je monte d'un certain G1, donc là je vais suivre l'exemple qui est ici, 3, donc un chemin de Dicke ici c'est un chemin qui part de 0, 0 vers 2n0, voilà c'est ça, et les seuls pas qu'on a le droit de faire c'est des pas diagonales 1, 1 ou des pas diagonales 1, moins 1, donc on avance de 1, on descend de 1. Et là, je suis tout simplement le G-vecteur en disant, ok, le premier c'est 3, donc ça veut dire que je monte de 3, puis ensuite, moins 2, donc je descends de 2, puis je remonte de 3, puis je descends de 1, et je descends de 3. Voilà, donc c'est comme ça qu'on peut construire ce chemin de Dicke.
Étant donné ce chemin de Dick, je peux aussi être un petit peu plus précis et donner une étiquette à chacun des pas, étiquette qui correspond exactement à la composante dans laquelle on se trouvait quand on a créé les pas. Donc là par exemple on avait 3, donc on a 3 pas qui vont être étiquetés avec un 1. Puis ensuite, 2 pas qui sont étiquetés avec 2, 3 pas qui sont étiquetés avec 3, et c'est là où on voit la petite nuance. On avait un pas qui descendait pour 4, donc là on a un 4 ici, et on a 3 pas qui descendaient ici, donc qui vont être étiquetés avec 5. Bon, très bien. Et une fois que j'ai fait ça, je vais procéder à un petit calcul de méandres. Eh bien là, il faut se souvenir des épisodes sur les méandres, la génération des méandres arc-en-ciel. Donc je vais dessiner un méandre. Ici, en faisant des petits arcs-en-ciel aux endroits où il y a des étiquettes similaires. Donc là, par exemple, il y a 3 1 qui se succèdent. Donc je dessine un petit arc-en-ciel autour des 1 ici. Pareil pour le 2, pareil pour le 3. Le 4, comme il est tout seul, l'arc-en-ciel, il est vraiment évident. Et pour le 5, je fais aussi un petit arc-en-ciel. Et ensuite, je relie les pas du chemin de Dick opposé par une droite juste tout simplement horizontale, et voilà. Et ça me donne en fait finalement la collection finalement là ce que ça représente finalement ces courbes, c'est déjà les courbes sur la surface, mine de rien. Donc je le dis pas encore, je pense que je vais le dire après, mais c'est déjà des courbes sur la surface en fait ce que j'ai dessiné là. Maintenant la question c'est comment j'obtiens vraiment mon multi-ensemble de mots à conjugaison près. Eh bien je vais l'obtenir de la manière suivante. Donc on part de ce modèle et puis on va commencer à partir d'une extrémité. Alors s'il n'y avait pas d'extrémité, on pourrait partir de n'importe quel point d'un cycle et puis suivre ce cycle, c'est pas forcément un problème. Là ici je vais faire en suivant l'extrémité, donc je pars de l'extrémité et puis à chaque fois que je vais sortir du chemin de Dick, je vais garder en mémoire le nombre par lequel je suis passé, au moment où je suis sorti de la partie de chemin de Dick, la partie qui est complètement délimitée, que vous voyez bornée. Donc là, si je commence à suivre, le 4 je l'ai gardé en mémoire parce que j'ai commencé en 4 et c'était une extrémité. Ensuite, je vais retenir en mémoire le 3 parce que je suis sorti de la partie de chemin de Dick, donc du coup je retiens le 3 que j'ai traversé. Donc ça fait 4, 3. Puis ensuite, je vais me retrouver à arriver à 5, qui est une autre extrémité, mais qui peut se voir comme si j'étais sorti du chemin de Dick, puis je re-rentre tout de suite après. Donc là, je vais garder en mémoire le 5. Et je continue la lecture en lisant à l'envers. Donc là, je continue à l'envers jusqu'à ce que j'arrive au point de départ. Donc là, je vais avoir un 3. Parce que là, cette fois-ci, je ressors du chemin de Dick en rouge, là, en suivant la partie rouge que vous voyez dessiner. Et puis ensuite, j'arrive en 4. Et là, là, ça y est, j'ai terminé. Et j'ai donc obtenu mon premier mot, qui va être vu comme une classe de conjugaison. Donc pourquoi classe de conjugaison? C'est que, en fait, l'idée, c'est que j'aimerais juste garder la possibilité de démarrer en n'importe quel point. Donc là, je suis parti d'une extrémité, mais j'aurais très bien pu faire le calcul en partant de quelque chose qui n'est pas une extrémité, faire le calcul jusqu'à ce que je revienne à ce point-là 2 fois. Dans ce cas-là, il faudrait que je revienne à ce point-là 2 fois. Donc il y aurait une première fois parce que je serais arrivé à une extrémité peut-être, et puis une autre fois où je serais arrivé à une autre extrémité. Donc s'il y avait des extrémités, il faudrait que je fasse ça. Si par contre il y avait un cycle, ça suffirait de le faire qu'une seule fois. Bon, je rentre pas dans plus de détails. Si je fais le calcul avec l'autre, donc là je fais pas le détail, mais si j'avais fait le calcul avec l'autre partie de courbe, j'aurais obtenu le mot que vous voyez ici. Donc 3, 5, 1, 2, 1, 2, 1, 5. Ok. Et voilà, en fait le résultat, je continue tant que je le peux, jusqu'à ce que j'ai terminé. Et une fois que j'ai terminé, je garde en mémoire le résultat que j'ai obtenu. Et ceci me donne le multi-ensemble qu'il faut. Je précise aussi que s'il y avait eu des cycles, dans ce cas-là, j'aurais eu besoin de faire qu'un seul tour. Donc c'est-à-dire je pars d'un point et je vais revenir à ce point. Mais une fois que je suis arrivé à ce point, pour enlever le cycle en complet, je vais compter 2 fois en fait le mot que j'ai obtenu à classe de conjugaison près. D'accord, je le précise, s'il y en a qui se posent la question. Mais bon, après, c'est pas forcément grave si vous n'avez pas compris ça. Là, ici, je voulais faire l'exemple avec des extrémités, comme ça on voit clairement comment ça marche. Un peu plus clairement comment ça marche. Donc là, grâce à ce G-vecteur, j'ai pu associer donc ce multi-ensemble là de mots, de classes de conjugaison de mots. Donc voilà, super. Et puis, petit aparté quand même, parce que je vous parle de G-vecteur, justement, je vous ai raconté rapidement aussi lors du dernier épisode, donc le précédent épisode de cette saison 2, je vous ai raconté vite fait que la notion de G-vecteur est déjà une notion qui existe en théorie des représentations d'algèbre, et permet
enfin, ça peut se calculer pour n'importe quelle représentation à l'aide d'une présentation minimale projective, hein. Donc je vous en avais parlé lors du dernier épisode. Si ça vous intéresse d'en voir un petit peu plus, encore une fois, je vous invite à jeter un œil à cet épisode. Et puis le modèle de chemin de digue, donc je vous ai spoilé déjà ça même dans les précédents épisodes, mais je vous ai aussi spoilé ça il y a quelques instants. Et bien en fait ce calcul avec les méandres, ça correspond exactement en fait au modèle de surface qu'on peut se poser pour décrire en fait la surface qu'on va obtenir étant donné le carquois QN qu'on obtiendrait. Donc voilà, là c'est l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure avec cette bande. Cette bande serait représentée de la manière suivante sur le chemin de Dick, avec un G vecteur ici qui serait donc 2, moins 1, moins 1. Bien, et voilà le résultat, ou en tout cas un des résultats principaux, principal du moins. Donc si je prends, c'est un résultat, donc des résultats principaux. Alors si je prends un G vecteur, avec G1 strictement positif, et puis GI inférieur ou égal à 0, donc c'est-à-dire que tous les GI sont négatifs, si I est plus grand que 1 strict. Alors, je vais avoir un F de phi G qui va valoir cette chose-là, qui va être finalement phi d'un mot où toutes les lettres sont mises dans l'ordre décroissant. Et si je fais cette transformation, je vais pouvoir me retrouver finalement avec un module bande brique. Donc en fait, c'est vraiment le lien entre les modules bande brique et nos calculs ici. Donc alors l'énoncé nous dit exactement qu'en fait ce phi là, pour rappel, c'était la transformée de Gessel-Rothenauer. Donc si je fais la transformée de Gessel-Rothenauer sur ce mot écrit à l'envers, dans le sens décroissant, eh bien ça correspond exactement à la composition du morphisme phi que je vous ai donné tout à l'heure pour décrire les cycles. Donc les mots à permutation cyclique près, et la fonction f ici qui permet d'effacer les 1 qui apparaîtraient dans le calcul. Donc là, voilà un exemple. Si je prends ce chemin de Dick donné par le G vecteur 5, moins 1, moins 3, moins 1, eh bien on va obtenir phi de G comme étant ce multi-ensemble de classes de conjugaison de mots, et puis ensuite j'enlève les 1, et en enlevant les 1, j'obtiens ce résultat-là. Et ce résultat-là, c'est le résultat-là qu'on obtiendrait si on avait pris le mot formé de 4, 4, 4, 3, 2. Voilà. Donc si on avait pris le mot 4, 4, 4, 3, 2, et qu'on avait fait le calcul de Gessel-Rothenauer, on aurait trouvé... en fait, là je suis en train de me dire, est-ce que c'est Gessel-Rothenauer si c'est... Oui, c'est Gessel-Rothenauer. Donc si j'avais fait Gessel-Rothenauer sur ce mot, je pense que j'aurais trouvé... Ah oui, non, c'est l'inverse de Gessel-Rothenauer, je suis en train de me rendre compte. Donc c'est l'inverse de Gessel-Rothenauer qui nous donnera ce multi-ensemble de classes de conjugaison. Parce que Gessel-Rothenauer, il part justement d'un multi-ensemble de classes de conjugaison de mots pour en arriver à un mot quelconque. Et voilà, on obtient ce truc-là. Alors, chose remarquable, en fait, les classes de conjugaison qu'on obtient ici seront forcément des mots parfaitement amassants. Donc il y a des mots parfaitement amassants qui vont automatiquement apparaître. Donc voilà explicitement le calcul, hein. Donc si j'avais fait psi, donc là c'est juste pour me rendre compte, donc là si je fais la transformation de Gessel-Rothenauer, ça c'est vraiment la transformation de Gessel-Rothenauer, si je fais la transformation de Gessel-Rothenauer ici, eh bien j'obtiens bien 4, 4, 4, 3, 2, voilà. Bien, alors un autre truc intéressant qui va être une conséquence, alors j'introduis juste une forme de l'air, hein, qui est une forme quadratique ici, ou on peut le voir comme une forme quadratique ici, et dans un cas assez particulier, on peut se rendre compte qu'en fait cette forme quadratique, elle vérifie une relation bien particulière, qui va rendre en fait, donc c'est pas une forme quadratique, hein, pardon, c'est une forme bilinéaire, pas forcément, là j'ai pas forcément dit quoi que ce soit sur cette forme bilinéaire. En tout cas, elle est juste, à la rigueur, elle est juste symétrique. Et encore, je suis pas sûr. Non, elle est pas symétrique. Je dis vraiment des bêtises, moi. Donc non, c'est juste une application bilinéaire. Hein, il n'y a rien de plus là. Et en fait, cette application bilinéaire, ce que j'insinue ici, c'est que si on travaille avec des G vecteurs en particulier, eh bien, en termes de théorie des représentations, calculer cette forme bilinéaire là pour les G vecteurs, ça correspond exactement à regarder les dimensions de Ohm pour les modules bande briques associés. Et en fait, si je regarde un peu plus bas, en fait, ça permet de justifier pourquoi on va avoir une forme qui va être antisymétrique. Donc c'est une forme bilinéaire qui va être antisymétrique sur les G vecteurs. Et là, avec le calcul, on peut le vérifier aussi.
Donc voilà, donc c'est antisymétrique, c'est pas symétrique, hein, d'accord, hein, faire attention à ça. Et c'est antisymétrique que sur les G-vecteurs. Donc si je suis pas sur les G-vecteurs, c'est pas vrai, hein, c'est pas forcément antisymétrique, hein, en toute généralité. Mais si je me restreins à des G-vecteurs, donc c'est-à-dire des vecteurs sur lesquels la somme des composantes fait 0, je crois que ça suffit. Bon, là, ici, G-vecteur, je demande aussi à ce que la somme soit positive, blablabla, mais je crois que ça suffit de regarder des vecteurs dont la somme des composantes vaut 0. Bah, si j'ai ça, alors on peut vérifier que cette forme-là est bien une forme antisymétrique. Et bien, grâce à cette forme de l'air, on peut aller un tout petit peu plus loin en disant que, bah en fait, si je regarde justement le multi-ensemble de classes de conjugaison de mots que j'obtiendrai en faisant cette transformation-là, cette inverse de transformation de Gessel-Rothenauer, eh bien, il y aura au plus cette partie entière supérieure de n-1 sur 2, classes de conjugaison de mots primitifs distinctes. Et pour la preuve, bah, la preuve elle va assez vite hein, finalement, parce que ça joue essentiellement avec le fait que la forme de l'air soit antisymétrique. Ça joue essentiellement avec ça, et bah, il faut se rendre compte que on est en train de regarder finalement, donc l'ensemble des vecteurs correspond d'une certaine manière à son espace isotropique. Hein, donc en fait, ce qui va nous intéresser sur la forme bilinéaire antisymétrique, c'est l'espace isotropique, et cet espace isotropique va correspondre exactement au nombre de G-vecteurs qu'on a le droit de prendre au plus, de façon à ce que bah, les produits scalaires soient bien tous nuls, ou enfin en tout cas il y a un truc de ce genre là. Bon, je n'ai plus tous les détails, mais en tout cas les phrases sont données ici pour la faire courte. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que la preuve vraiment va en quelques lignes, et bah, ça c'est parce que ça découle de tout le travail qu'on a fait au préalable, bien sûr. Donc voilà, ça c'était la conjecture de Émilie, hein, donc et cette conjecture bah, nous a amené donc la pointe, hein, et cette conjecture nous a amené justement, enfin le résultat qu'on a obtenu nous a permis de prouver cette conjecture, de pouvoir dire que voilà, on a un certain nombre de mots parfaitement amassants primitifs qui apparaissent dans les classes de conjugaison de ce résultat-là. D'ailleurs, là, j'ai pas précisé mot parfaitement amassant, mais en fait, c'est vraiment le cas, hein, parce que le mot qu'on a pris au départ, c'est un mot avec des lettres qui sont croissants dans le sens large. Donc, si on fait ça, faire l'image inverse de Gessel-Rothenauer permet de trouver des multi-ensembles de classes de conjugaison de mots parfaitement amassants. Bon voilà, bah voilà quelques questions qu'on pourrait se poser pour aller plus loin. Hein. Donc on a introduit cette notion de mots parfaitement amassants, on a expliqué le lien entre la théorie des représentations d'algèbre et notamment avec le modèle simplifié géométrique qui nous a permis vraiment de faire tout le boulot. Puis on a vu que cette correspondance permet d'amener à des preuves sur les combinatoires de mots, hein, juste en utilisant des outils de théorie de représentation, ce qui est assez remarquable. Et bon, alors on pourrait se dire que cette correspondance est assez exceptionnelle parce que bon, bah, on est quand même dans un cas très très particulier avec une famille de carquois bien particulière, etc. Une question qui pourrait se poser, c'est est-ce que finalement cette méthode pourrait se généraliser? Alors récemment, j'ai vu qu'il y avait un papier qui est sorti des suites de nos travaux et qui apparemment semble dire que oui, il y a moyen de généraliser nos travaux pour décrire des modules bande-briques sur d'autres algèbres aimables. Donc bon, bah, si ça vous intéresse de jeter un œil, éventuellement je peux mettre ça en lien dans la description. Mais voilà, j'ai appris il y a vraiment très très peu de temps, hein, ça doit être même pas, ça doit être genre 2 semaines, ou il y a 2 semaines ou 3 semaines, il y a un papier qui est sorti et qui cherche à généraliser nos résultats dans le cadre où on travaillerait avec n'importe quelle algèbre aimable. Donc c'est plutôt cool de savoir que voilà, encore une fois, des travaux qu'on a pu faire de notre côté inspirent d'autres gens, donc et donnent des idées. Bref, un autre truc, et ça c'est ce qui m'intéresse davantage, et pour ma part c'est le type de travail que je vais continuer à faire moi, c'est d'aller vers la généralisation des méandres arc-en-ciel dans le cadre des mots, donc dans le cadre des schémas de Bic, et notamment j'ai pu élaborer un algorithme qui permet de savoir si tel ou tel méandre est connexe sans cycle. Et même pour être un peu plus précis, on pourrait même carrément donner le nombre de composantes, donc le nombre de composantes connexes et même le nombre de cycles si on le souhaitait grâce à cet algorithme. Donc ça peut être sympa et on pourrait se poser la question, est-ce que à la suite de cet algorithme là il y aurait des trucs arithmétiques à dire pour pouvoir caractériser les méandres arc-en-ciel connexes acycliques, sachant que ça c'est une question ouverte en toute généralité. Il y a des réponses pour des cas particuliers, mais en toute généralité c'est une question ouverte. Donc ça c'est le genre de truc qui m'intéresse parce que c'est tourné vers de la combinatoire et bon voilà, faut croire que j'étais peut-être le seul emballé dans le groupe, mais enfin bon c'est pas forcément très grave. Et une autre question qui est aussi liée à ce que j'aime faire et
C'est ça, ça vient vraiment de l'étude du carquois que j'ai regardé, du carquois à relation que nous avons regardé ici. Donc là c'est aussi une question personnelle qui, bon bien sûr, je le laisse un petit peu en suspens parce que lui j'ai pas trop de réponses, mais j'imagine qu'en fait cette algèbre Aimable elle est très spéciale parce que en fait si je regarde la classe de dérivée équivalence de cette algèbre, il se trouve que l'algèbre que j'ai là, donnée par QNIN, elle va être toute seule à bien sûr permutation des sommets près, en fait c'est ça essentiellement, mais ça va être la seule qui va être présente dans sa classe de dérivée équivalence. Donc bon, alors dérivée équivalence, je vais pas du tout définir ce que c'est, ça me demanderait beaucoup trop de temps pour le faire, surtout pour des élèves prépa, ça va être trop compliqué à expliquer, donc je vais pas en dire davantage, mais à savoir que ça c'est une direction algébrique que j'aimerais emprunter à la suite de ces travaux. Et voilà, ça conclut donc la présentation finale de cette saison 2, et donc conclut totalement cette saison 2 de Coin Recherche. Donc voilà, alors il y a également des références, donc ces slides, ce diaporama, c'est des slides qui sont totalement disponibles sur mon site, donc vous pouvez les retrouver sur mon site web en allant chercher directement sur mes exposés, donc séminaires exposés dans mon site web, site web qui est toujours en lien dans ma description si vous voulez en relire ou même éventuellement le lire en même temps, c'est pas un problème. Il y avait d'ailleurs un QR code au tout début qui vous invitait à le faire si vous le souhaitiez. Donc voilà, il y a même la possibilité de retrouver avec le lien en description donc sur mon site web de retrouver ces slides. Et puis voilà, ça conclut donc cette saison 2. J'espère que ça vous a plu de voir un autre sujet abordable, plus ou moins abordable. Bon, en tout cas, il y a des choses qui sont peut-être un peu plus faciles à comprendre, notamment la combinatoire des mots, j'imagine. Ça doit plus facilement se comprendre que la partie théorie des représentations. Mais vraiment, moi j'aime bien voir le côté théorie des représentations comme un guide par rapport à ce qu'on fait en combinatoire. Peut-être que c'est mon encadrant de thèse qui a fait ça. Hugh Thomas me dit souvent ça, justement, que c'est bien de faire de la combinatoire qui a un sens. Et donc avoir une partie algébrique qui nous dit ou qui essaie de prédire qu'est-ce qu'on va obtenir en combinatoire, c'est vraiment assez utile pour s'attendre à ce que la combinatoire puisse vraiment mettre en avant le type de choses qu'on aurait plus ou moins prédit. Donc c'est quand même, voilà, moi j'aime bien vraiment ces deux parties, ces deux faces d'une même pièce, si je puis dire. Le côté vraiment algébrique qui permet de guider, de me guider sur telle ou telle chose, et la partie combinatoire qui permet vraiment de prouver des choses, voire même qui peuvent être juste intéressantes à voir comme conséquence par rapport à la partie algébrique. Ceci me permet de faire un petit teaser sur une prochaine saison 3. Alors je pense que je vais faire une pause sur les vidéos Coin Recherche pendant un certain temps. Je ne sais pas encore combien de temps, peut-être 2 mois ou quelque chose comme ça. Mais je compte refaire une nouvelle saison de Coin Recherche. Ça fait un moment que l'idée me trotte à l'esprit. Donc il va y avoir une saison 3 de Coin Recherche. Et cette saison 3, elle sera dédiée à d'autres travaux, beaucoup plus récents encore, que j'ai pu faire. Et qui vraiment portent à la suite de ce que j'ai fait dans ma thèse. Donc ça me permettra aussi de me motiver à écrire l'article associé à ces travaux. Donc il faut vraiment que je me mette bien à fond dessus. Donc c'est pour ça que je me laisse un petit temps de 2 mois, 3 mois, juste avoir assez de temps pour que la fin d'écriture de cet article coïncide plus ou moins avec le moment où je vais commencer avec les coins recherche. Et comme ça, pendant les coins recherche, l'article sortira. Et voilà, bon, ça fera un super parallèle pour vous permettre en même temps, si vous voulez en jeter un coup d'œil, comme ça juste par curiosité, à ce à quoi peut ressembler dans le détail le genre de truc auquel les choses que je vous raconte en fait. Donc voilà, j'ai déjà une idée de la saison 3. La saison 3, je la ferai démarrer d'ici 3 mois, je pense, d'ici donc le mois de mai-juin. On verra bien, faut voir ce que ça donnera d'ici là. Et puis voilà, j'ai pas grand chose d'autre à rajouter. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cette vidéo, ou éventuellement même d'autres choses qui vous viennent à l'esprit par rapport à l'exposé que j'ai pu donner, ou des choses qui vous ont intrigué dans l'exposé. Juste le faire savoir, ça peut être très utile pour moi. N'hésitez pas non plus, et là je vais faire comme d'habitude, je vais essayer de ne pas me planter. Donc ici, c'est pour vous abonner, n'oubliez pas d'activer la clochette pour avoir les dernières news de la chaîne. Ici, ce sera pour me soutenir, et puis vous allez avoir 2 nouvelles vidéos qui vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Donc sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et donc à très bientôt. Salut à tous!